Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Merci beaucoup de m'écouter, mais je vous le dis, vous n'êtes absolument pas prêts. Bonjour à tous, alors petit disclaimer avant de commencer ce podcast. Nous allons parler de cannibalisme, de fantasmes cannibales, de meurtriers. Donc si vous avez un problème, que vous êtes sensible à ce genre de sujet, je vous laisserai simplement cliquer sur la petite croix et quitter ce podcast. Nous sommes le 26 avril 1949 au Japon, lorsqu'un objet non identifié parvient à passer la stratosphère sans se désagréger, avant de heurter violemment le sol. Ce jour-là, Madame Sagawa s'approche de cet ovni dans les rues de Kobe. En dépliant le linceul qui le protège, elle découvre un bébé, aussi petit et fragile qu'un bourgeon de rose, et décide de lui donner un nom. Il s'appellera Issei Sagawa. Vous avez peut-être déjà entendu son nom quelque part, et si c'est le cas, c'est tout à fait normal puisqu'il a une communauté relativement importante de fans, d'admirateurs. Issei Sagawa est reconnu en tant qu'artiste performeur au Japon. Il a tourné plusieurs films, écrit des livres, tous centrés sur ses fantasmes de chair humaine. Il grandit dans une famille très aisée puisque son père, Arika Sagawa, est à ce moment-là le président de la Kurita Water Industries, qui est une très grande entreprise japonaise de traitement des eaux. Donc on ne sait pas grand-chose sur sa maman, à part le fait qu'elle était très protectrice, beaucoup trop protectrice, puisque Issei a réchappé par miracle, dit-elle, à une encéphalite japonaise qu'il a attrapée à l'âge de 2 ans. Donc elle l'a vraiment surprotégée par rapport à ça. Une petite parenthèse là-dessus. Donc l'encéphalite japonaise, c'est un virus transmis à l'origine par une piqûre de moustique et qui se transmet d'un oiseau à un autre, d'un porc à un autre, mais également des 2 espèces à l'homme et potentiellement sexuellement transmissible au sein de l'espèce humaine. C'est un virus qui est toujours présent et qui atteint les facultés mentales jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, quand on est parti au Vietnam avec mon mari, on nous a demandé si on voulait le vaccin. Et honnêtement, il coûte très très cher. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en France, il a un certain coût. Je crois qu'on a payé plus de 300 € pour le faire. Mais sachant qu'on avait prévu d'explorer la jungle en solo, je peux vous assurer que quand j'ai lu la liste des symptômes associés au virus, vraiment, je n'ai pas réfléchi. Bref, tout ça pour souligner le fait que c'est vraiment une saleté de virus. On n'en réchappe que si on est pris en charge dans les heures qui suivent l'atteinte. Et à l'époque, je pense qu'on en mourrait automatiquement. Vous savez, comme la syphilis, quand elle est apparue, il y a des affections comme ça qui ont demandé beaucoup d'années de recherche avant d'être maîtrisées ou au minimum stabilisées. Et l'encéphalite japonaise, elle fait partie de ces affections-là. Voilà, donc je ferme la parenthèse là-dessus. Issei, c'est un garçon très protégé par sa mère, comme je vous le disais, et elle va le mettre sur un piédestal. Donc il évolue en tant qu'enfant, adolescent, adulte, avec cette idée qu'il est presque un surhomme, qu'il est doté de pouvoir. Et il dira même dans plusieurs écrits et interviews qu'il vient d'une autre planète, d'une autre dimension, et qu'il est accidentellement tombé sur Terre comme une météorite, déguisé en bébé qui pleure dans la rue. Il dit également que sa mère l'a adopté parce qu'elle a eu pitié de lui en croisant son regard, et qu'il doit sans doute venir d'une planète de cannibales. Donc les parents Sagawa ne parlaient jamais de sexualité, et c'est un tel tabou dans la famille que lorsque Issei a eu sa première érection, il pense directement que c'est une maladie. Et quant à ses pulsions cannibales, elles commencent dès son entrée à l'école primaire, sachant qu'ils ont le même système scolaire qu'en France, au Japon, donc il devait avoir pas loin de 6 ans. Il voit une femme à ce moment-là qu'il trouve magnifique. Il raconte qu'il tremble en la regardant, et il dit qu'en apercevant ses cuisses dépassées de la jupe de la jeune femme, il ressent une envie subite de mordre dans sa chair. En 1973, Issei, à ce moment-là, est âgé de 24 ans et il se met à suivre une étudiante néerlandaise qui étudie à l'université de Wako à Tokyo. Donc c'est une belle et grande femme blonde, elle est pulpeuse, elle a la peau plutôt claire et Issei, il est vraiment fasciné par les femmes occidentales et il décrit qu'il se faufile derrière elle. Il réussit à s'asseoir à côté d'elle dans le bus. Et il sent à ce moment-là l'envie irrépressible de la dévorer au sens propre du terme. C'est à ce moment-là que le profil d'Issei se précise. En fait, on a l'impression qu'il agit un peu comme un chasseur qui observe sa proie, un tueur organisé, intelligent, en tout cas il est méthodique. Et ce n'est pas un tueur impulsif, en tout cas il réfléchit à ses actes, ce qui prouve qu'il a quand même une intelligence assez développée. Donc il vit tout près de la jeune femme. Et quant à elle, elle réside dans l'ancien appartement de sa grand-mère et la connaissance des lieux de Issei va faciliter sa traque. Donc il se met à l'épier régulièrement à travers sa fenêtre, il remarque qu'elle dort nue et
ça va le hanter, cette pensée que cette femme dort nue. Il se met à fantasmer en s'imaginant en train de lui manger les fesses en premier. Particulièrement, c'est l'endroit qui l'attire le plus chez les femmes. Et un soir, il décide de passer à l'action. Il va s'assurer que sa future victime dort. Il pénètre par la fenêtre de sa chambre, muni d'un parapluie et d'un couteau. Et il raconte qu'avec le parapluie, il comptait assommer sa victime sur la tête et se servir du couteau pour découper des morceaux de sa chair pour ensuite les ingérer. Mais il est assez maladroit, il ne maîtrise pas vraiment ses gestes et par chance, son genou heurte le ventre de la jeune femme. Elle se réveille et elle le voit dans l'ombre, elle se met à hurler à plein poumon. Là, il commence à paniquer, il tente de fuir et elle le rattrape par le bras. Et vu qu'il est assez chétif, il fait 1m52 pour 35 kg, elle arrive à alerter ses voisins les plus proches et ils préviennent la police. Et donc, ils le retiennent en attendant que la police arrive. Donc la jeune néerlandaise, elle va porter plainte pour ce qui est alors considéré comme une tentative de viol. Et le père d'Issei, Arika, ne souhaite pas que la réputation de son fils ne vienne entacher l'image de sa société, bien évidemment, puisque c'est une figure importante de la société japonaise. Donc il va non seulement soudoyer les autorités pour étouffer l'affaire, et il va contacter la victime pour qu'elle retire sa plainte pour tentative de viol, moyennant une grosse somme d'argent, bien évidemment, puisqu'il a les moyens. Donc plus les années passent et plus les désirs d'anthropophagie d'Issei deviennent présentes et elles s'intensifient. Ce qui était un simple fantasme va croître jusqu'à devenir une telle obsession qu'il se sent dans l'obligation de l'assouvir. Et honnêtement, on sent quand il en parle que c'en est presque devenu une question de vie ou de mort. 4 ans plus tard, en 1977, le jour de son 28e anniversaire, les parents d'Issei l'envoient poursuivre ses études de lettres à la Sorbonne à Paris. Ils veulent en fait l'éloigner un petit peu du cocon familial, s'en débarrasser un petit peu finalement. Il raconte qu'à son départ, le regard sombre de sa mère à l'aéroport montre qu'elle se doute qu'il se passerait quelque chose d'horrible. Issei va quotidiennement arpenter les rues de Paris et il va aller à la rencontre des jeunes filles, il va les dessiner, pas forcément de manière obscène, mais parfois simplement dans des postures anodines. En tout cas, il les observe, il les repère. Et il va commencer à se balader aux abords de la Sorbonne, sur le lieu qui deviendra le tombeau de sa future victime, le bois de Boulogne. Après avoir terminé sa première année à la Sorbonne, il décide de partir faire une croisière jusqu'en Grèce et fait la connaissance d'un boucher et de sa femme avec qui il va sympathiser. Donc il s'invite à leur table et puis il commence à discuter de tout et de rien. Et le boucher n'a pas la moindre idée de la personne qu'il a en face de lui, bien sûr, et Issei étant quelqu'un de très manipulateur, parvient à lui faire expliquer sa méthode pour découper de la viande. Voilà, il lui demande des précisions sur sa pratique. Et le boucher va lui donner beaucoup de détails, de techniques. Et Issei, après le meurtre qu'il commet à la suite de cette rencontre, va écrire une lettre de remerciement au boucher, qui restera bien évidemment sans réponse. On imagine l'étonnement du pauvre homme qui reçoit cette lettre et qui ne se doutait de rien. Donc cet été de 1981, Issei Sagawa achète 2 énormes sacs de sport. Et à la Sorbonne, il va rencontrer une jeune femme du nom de Renée Hartwelt. Et donc il va mentir à cette jeune femme en prétendant que son professeur d'allemand a demandé à ses élèves d'enregistrer des lectures de poèmes. Et puis elle veut l'aider à enregistrer cette vidéo. Et donc cette pauvre femme se rend chez Issei Sagawa. Elle s'installe à son bureau, face à la fenêtre de l'appartement qui donne sur la rue. Et elle se met face caméra et elle commence à réciter en fait un poème que Issei lui demande de lire à voix haute. Et là, il va se glisser derrière elle. Elle continue de lire à ce moment-là. Il va prendre un fusil qu'il a caché derrière une porte d'armoire. Il arrive derrière elle, il se concentre et il va lui asséner un coup dans la tête. Il dit qu'elle continue de parler un instant et elle tombe la tête en avant sur la table devant elle. Elle se renverse en arrière et elle entraîne sur elle la chaise sur laquelle elle était assise. Donc lui, très normalement, va prendre un coussin qu'il place derrière le crâne de Renée et il tente de mettre son plan à exécution. Donc il se rapproche de ses fesses et croque dedans. Mais l'épaisseur de la peau humaine, en particulier aux endroits charnus, est un détail qu'il n'avait pas du tout anticipé et il se fait mal à la mâchoire. Donc là, il va prendre un couteau à fruits et la peau encore va résister à ce couteau. Il décide donc de se rendre dans un commerce à proximité, revient à son domicile armé d'un couteau à viande et il va traîner difficilement le corps jusqu'à sa baignoire et commencer à le découper. Le couteau dévoile d'abord une substance jaune qui s'avère être de la graisse
Et puis il raconte sans sourciller, sans aucun complexe ni remords, un sourire sur les lèvres qu'il creuse profond dans la chair jusqu'à trouver du sang. Il croque dans les parties qui l'attirent le plus et en garde plusieurs morceaux dans son réfrigérateur. Il va conserver ainsi des bouts de cuisses, des bouts de fesses, des seins. Il va également procéder à des actes sexuels nécrophiles sur la victime. Et puis finalement, n'étant intéressé que par quelques bouts du corps de René, il parvient tant bien que mal à placer ce qui ne représente plus d'intérêt pour lui dans les 2 sacs achetés auparavant et prévus à cet effet. Il va ajouter sur ce point qu'il lui a été très difficile de soulever le torse, bien que morcelé, étant donné sa carrure, et puis il rigole en précisant un souvenir selon lequel le chauffeur de taxi qu'il appelle pour déplacer le corps lui demande s'il y a un cadavre dans les sacs, parce que il trouve que les sacs sont très lourds et difficiles à porter, et Issei va lui répondre nonchalamment que ce sont des livres, ce qui met fin à la discussion et aux soupçons du chauffeur de taxi. À 8h du soir, donc ce soir-là, il fait encore jour puisque nous sommes en plein mois de juin, Issei se rend en taxi au bois de Boulogne, pensant se débarrasser dans le lac des restes de la dépouille de René. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était le monde encore présent au bois de Boulogne à cette heure-ci, et donc il s'enfonce, chargé comme un mulet avec ses 2 gros sacs, et il remarque que les gens le fixent et se demandent ce qu'il peut bien y avoir dans ces sacs. Bon, ça c'est ce qu'il imagine, mais bon, en tout cas les gens le dévisagent. Et il va trouver un endroit un peu reculé qui donne sur le lac et pousse le corps de toutes ses forces jusque dans l'eau. Et juste avant d'y parvenir, il va s'arrêter quelques instants. Il est épuisé et il se met à contempler le coucher de soleil et il va voir un monsieur et un petit garçon de l'autre côté de la rive. Donc le regard va être attiré vers le coucher de soleil et vers ce petit garçon et cet homme en face de lui. Il est fasciné par le coucher de soleil, il ne pense plus du tout au corps de René à quelques centimètres de lui et à quelques centimètres du rivage. Et il va entendre un cri, et c'est un homme qui est en train d'ouvrir les sacs, qui commence à lui hurler dessus en lui demandant si les sacs sont à lui. Paniqué, il va lui répondre que non, et l'homme à ce moment-là ouvre complètement les sacs et constate l'horreur. Il réussit à donner l'alerte en criant meurtrier de toutes ses forces et Issei prend la fuite à ce moment-là. 4 jours après l'incident, au bois de Boulogne, la police vient arrêter Issei à son domicile, ce qui sera pour lui un soulagement car il se sent désormais libre de parler au monde entier de ses pulsions malsaines. Il est expertisé par plusieurs psychiatres qui concluront tous que Issei est mentalement dérangé. Sans blague. À la suite de cette arrestation, il est placé en institut psychiatrique et avant même que ne puisse commencer un quelconque protocole de soins, il est déporté au Japon dans le but d'y poursuivre sa peine. Donc il arrive au Japon, à Naritashi dans la préfecture de Chiba-ken à l'est de Tokyo, et dès son arrivée, la justice japonaise contredit le diagnostic établi en France et considère que Issei est atteint d'un trouble du comportement. Et là, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la conclusion de cette affaire et ce qui a conduit à ce résultat, mais il est relâché presque immédiatement dans la nature, sans traitement ni suivi psychiatrique. Un jour, alors qu'il est toujours hanté par ses pulsions, mais ni condamné ou à défaut soigné puis réinséré, s'il est toujours possible de réinsérer quelqu'un comme lui, Issei reçoit l'appel d'un journaliste qui lui explique qu'il est en train d'enquêter sur un tueur en série et qu'il veut s'entretenir avec lui, et Issei va accepter cette rencontre. Il va travailler pendant un moment en tant qu'enseignant, jusqu'à ce que ses élèves découvrent son passé. On se demande comment c'est possible, mais c'est possible apparemment. Et il va écrire plusieurs livres, dont des nouvelles, des essais, et également un manga très explicite, centré sur sa tentative de cannibalisme échouée, le meurtre de René et ses fantasmes avortés. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien toujours quelques photos de ce manga qui sont juste incroyables. Un peintre du nom de Kazuma Nakagawa va l'inviter dans son studio et lui demande de peindre pour lui. Actuellement, il faut savoir que Issei, il vit paisiblement dans le quartier tokyoïte de Yurigaoka. Et comme je vous l'ai précisé en intro, il vit à la fois de ses écrits et de ses peintures. Il n'a jamais subi de peine judiciaire. Il a simplement été enfermé quelque temps en France, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps, puisque comme je vous le disais, il n'a suivi aucun protocole de soins. Donc voilà, en fait c'est un cannibale meurtrier qui vit en pleine liberté au Japon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner également pour être au courant des nouveaux podcasts qui vont sortir, puisque je vais essayer de tenir le rythme d'un podcast par semaine au minimum concernant les meurtres et les tueurs en série. Et pour le reste, ce sera au feeling, en fonction de mes idées et de mes envies. À bientôt, prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté. Rendez-vous au prochain épisode.